Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les joies de l'éco-construction aux côtés de Sasa. Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, pour vous faire découvrir un bâtiment assez surprenant, pour le moins original. Il s'agit de Xiaoyaoyuan, ou en japonais Shoyoen. Donc vous vous en doutez, cela date de l'époque de la colonisation japonaise. Ce n'est pas une maison traditionnelle, mais un bâtiment aux diverses influences. À travers l'interview de Huang Zhaohuang, spécialiste d'architecture, nous allons découvrir ce bâtiment qui a été rénové récemment et a même reçu en 2023 le prix national de rénovation des biens culturels décerné par le ministère de la Culture. C'est par l'historien Jérôme Lanche, que vous avez déjà entendu sur RTI, que j'ai connu ce lieu, classé bâtiment historique par la municipalité de Kaohsiung en 2010. Jérôme a participé auprès de Huang Zhaohuang à l'étude de ce bâtiment. C'est assez incroyable de se dire que dans les années 90, cet endroit était entouré de barricades et avait presque été oublié. Il a fallu mener l'enquête, comme l'explique Huang Zhaohuang. Au début, nous ne savions pas qui était le propriétaire. C'est un professeur de l'université Chongshan qui a trouvé. La maison appartenait à Kozui Otani. J'ai fait des recherches sur cette maison et j'en ai même fait le sujet de mon mémoire de master. Kozui Otani est né à Kyoto en 1876. C'était un moine bouddhiste et il a succédé à son père en tant qu'abbé à l'école Nishu Honganji, une sous-école du bouddhisme Jodo Shinshu, aussi connue sous le nom de bouddhisme Shin, l'un des courants du bouddhisme les plus répandus au Japon. Kozui Otani est surtout connu pour ses expéditions en Asie centrale vers les hauts lieux du bouddhisme. Il a aussi beaucoup voyagé pour propager le bouddhisme, notamment en Chine. Il y avait par exemple une maison à Dalian, mais il ne construisait pas seulement des maisons pour y vivre. Chacune avait une fonction différente. Ici, à Shoyoen, c'était un lieu d'expérimentation pour l'agriculture en climat tropical. À Dalian, en Chine, sa maison servait aussi d'observatoire astronomique. À Shanghai, sa résidence était aussi une école pour former des étudiants à l'étude des textes bouddhistes et des objets précieux qu'il avait ramenés de ses voyages, par exemple à Tuanhuang, où il avait exploré les grottes bouddhiques. Il avait formé des élèves pour faire des traductions et des recherches. Cette maison, construite à partir de 1939, appartenait donc à un Japonais qui avait vraiment une histoire particulière. Ses voyages dans différents pays d'Asie, mais aussi en Europe, puisqu'il a étudié au Royaume-Uni, ont laissé des traces dans la manière dont il a construit cette maison. Nous le verrons tout à l'heure, mais d'abord, Huang Zhaohuang nous parle du contexte très particulier dans lequel il a mené les recherches sur ce bâtiment et comment il a pu être préservé ou sauvé, pourrait-on presque dire. Quand nous étions en train de mener les recherches, il y avait des voleurs. Ils pensaient que ce bâtiment allait bientôt être rasé. Donc, ils ont pris une partie des poteaux en bois, par exemple. À chaque fois qu'on revenait, quelque chose avait disparu. C'est un peu comme si on faisait la course avec eux. C'était en 2012-2013. Jérôme Lanche a aidé à dresser les plans, car il n'y en avait pas. Ce n'était vraiment pas facile, car certaines parties étaient très abîmées, là où le toit s'était effondré. Le ministère de la Défense voulait raser le bâtiment avec l'ancien village de garnison militaire à côté pour vendre le terrain. Il y a eu des négociations avec la mairie pour pouvoir préserver ce bâtiment. Au début, ce n'était pas évident. Si cela a finalement pu être préservé, c'est surtout grâce à la mobilisation du chef de quartier, Lin Mingxiong, et des gens qui l'ont soutenu. Il a grandi dans cet ancien village militaire. Et même si ses parents sont venus de Chine dans le sillage de l'armée nationaliste après la Seconde Guerre mondiale, il ne considérait pas que, comme les Japonais avaient été leurs ennemis sur le continent, il fallait raser toutes les anciennes maisons japonaises à Taïwan. Je crois qu'il a raison. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que cela n'a pas de valeur et qu'il vaudrait mieux raser cette maison. Même la municipalité était un peu sceptique au début, car la maintenance d'un tel bâtiment coûte cher. Or, ils ont décidé que l'entrée serait gratuite. Mais en plus du chef de quartier, il y avait aussi des artistes, des photographes,
des gens qui s'intéressent au patrimoine, comme moi, et des personnes de différents horizons qui ont milité auprès de la municipalité pour que cette maison, au style si particulier, puisse être préservée. Un style qui combine des éléments d'architecture chinoise, japonaise, notamment dans l'agencement des toitures, et européenne. Aujourd'hui, après rénovation, on entre par l'arrière. Et je vous conseille donc aussi, si vous avez l'occasion d'aller à Kaohsiung, de contourner le bâtiment pour en voir la façade de l'époque. Ou de regarder les photos sur la page internet de cette émission sur le site de RTI. La couleur dominante, que ce soit les murs ou les tuiles, était le vert. Peut-être pour que la maison se fonde bien dans le paysage. Mais aujourd'hui, quand on est à l'intérieur et qu'on regarde à l'extérieur, on a plutôt vue sur une jungle urbaine avec de grands immeubles et des parkings. Ce design est très spécial. Sur la façade est, il y a une terrasse en forme de M, à partir de laquelle on a vue sur la chaîne de montagnes centrale de Taïwan. Enfin, aujourd'hui, on ne la voit plus, car elle est cachée par les grands immeubles. En plus, on pouvait sûrement cueillir directement les fruits des arbres depuis la terrasse. Oui, parce que c'était entouré d'arbres fruitiers. C'était à la fois pratique et beau. Comme on peut le voir sur les rares photos de l'époque, cette maison était au milieu d'un grand terrain. Il y avait peu d'habitations autour car c'était la banlieue de Kaohsiung et cette maison avait donc l'air très grande. Aujourd'hui, la ville s'est beaucoup étendue et au milieu des immeubles, elle se remarque à peine. À l'époque, elle n'était pas entourée d'un jardin japonais traditionnel. C'était plutôt un terrain dédié à l'agriculture avec des manguiers, des caféiers, des avocatiers, des EVA, des bananiers, des litchis, des mandariniers, des ananas, de la canne à sucre, des patates douces, etc. Il y avait aussi un très grand étang avec une petite île en son centre. Cet étang permettait de stocker suffisamment d'eau pour arroser les cultures. Une petite partie a été conservée à l'usage des pompiers en cas d'incendie. On monte à l'étage. Qu'est-ce qu'il fait frais dans cette maison ? Dès l'entrée, on doit bien sûr enlever ses chaussures. On est impressionné par les plafonds et certains murs en fine lanière de bois tressé, un motif connu sous l'appellation yabane en japonais qui signifie plume de flèche. On peut voir quelles parties sont d'origine à la couleur sombre et lesquelles ont été rénovées, elles ont une couleur plus claire. Il y a une petite salle à l'étage qui ressort un peu comme une véranda avec 3 grandes fenêtres pour une vue presque panoramique. Une petite pièce où l'on se sent bien. Huang Chaohuang imagine que Kozui Otani y prenait le thé debout à l'anglaise tout en observant ses élèves travailler dans les plantations en bas. La salle à manger est aussi très belle. Kozui Otani se faisait servir les plats directement depuis la cuisine par une petite fenêtre entre les 2 pièces. Une cuisine qui était très abîmée car le toit était cassé à cet endroit, donc elle a dû être refaite presque entièrement. Avant d'entrer dans le bureau, on passe devant de grands poteaux en bois massif offerts par un ami commerçant de Kozui Otani. C'est du Dalgberia Siso, aussi appelé bois de Secham, un bois qui provient originellement d'Inde et qui a la particularité de pouvoir résister aux termites. Malgré tout, le bois a surtout été utilisé à l'étage pour ne pas qu'il soit en contact direct avec la terre, ce qui pourrait le rendre humide et donc vulnérable aux termites, a expliqué Huang Chaohuang. Le bureau est très original, avec une grande inscription en sanskrit, l'une des langues importantes pour étudier les textes bouddhiques, et des carreaux bleus et blancs sur un mur. C'est le motif Ichimatsu, du nom de l'acteur de kabuki Ichimatsu Sanogawa, qui s'habillait souvent avec des tissus au motif en damier. En fait, cet endroit était très abîmé avant la rénovation, mais grâce à une photo du bureau de Kozui Otani dans sa demeure à Kyoto, bureau qu'il a ensuite fait refaire dans cette maison, les architectes ont pu essayer de le rénover en se basant sur son aspect d'origine. Pour un œil français comme le mien, je dois dire que c'est assez surprenant de voir ce damier bleu et blanc au mur qui me fait un peu penser à un carrelage de cuisine, mais c'est un motif qui existe traditionnellement au Japon et que l'on trouve par exemple dans la villa impériale de Katsura à Kyoto. Vers la fin de la visite, on arrive dans une partie de la maison dont l'intérieur est plus japonais. On peut d'ailleurs sentir l'odeur des tatamis. Les murs étaient en terre argileuse avec de la paille sur du bambou tressé puis enduit de chaux, une technique dont j'ai souvent parlé dans cette émission sur l'éco-construction. On écoute Huang Chaohuang continuer de nous parler de Kozui Otani. Quand il est venu vivre ici, il avait déjà 67 ans. Sa santé n'était plus très bonne. L'architecte avait prévu cette pièce japonaise comme une chambre,
Mais comme dans sa tête, il avait plein de souvenirs de Chine et de pays occidentaux, il préférait dormir sur un lit à l'occidental. Donc finalement, c'était plutôt la personne qui s'occupait de la maison et du secrétariat qui dormait ici, dans la chambre japonaise. La chambre dite occidentale, avec un sommier en bois sous une alcôve, était toute petite comparée à l'espace consacré à l'étude et à recevoir les invités. Les murs de la chambre avaient été isolés à l'amiante, ne sachant pas à l'époque que c'était un matériau toxique. Mais cela montre que Kozui Otani attachait une grande importance à l'isolation thermique. Au rez-de-chaussée, il y avait 2 bunkers, car à l'époque de la construction, 1939-40, l'expansion militaire du Japon en Asie battait déjà son plein et on s'approchait du moment charnière où le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans l'un de ces bunkers, on peut voir une vidéo qui présente des photos des différentes pièces de cette maison avant et après rénovation. La différence est saisissante. Certaines parties étaient vraiment très délabrées et c'est une chance que la municipalité ait malgré tout pris conscience de l'importance historique, culturelle et architecturale de préserver et rénover ce bâtiment. Shoyoen a été construit en 1940, un peu trop tard, car cette résidence n'a pu être utilisée que 2-3 ans à cause de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais ont eu peur que les Américains attaquent Taïwan, car cela faisait partie du Japon à l'époque. Donc en 1942, ils ont abandonné cet endroit. Mais avant cela, comme ils comptaient revenir, ils ont pris une assurance qui garantissait un remboursement en cas de destruction de cette maison. Finalement, ils ne sont jamais revenus. Et c'est le directeur d'un hôpital qui a habité ici après la guerre. Kozui Otani n'a pas eu de descendants. Il a consacré sa vie à la propagation du bouddhisme, mais aussi à l'étude des techniques agricoles. Il a par ailleurs conseillé le gouvernement japonais sur le développement économique. Car à l'époque, le Japon voulait devenir une grande puissance militaire et développer l'Asie du Sud-Est. Les grandes puissances occidentales étaient en compétition pour les ressources. Le Japon voulait chasser les Occidentaux et a occupé quelques pays d'Asie du Sud-Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Kozui Otani n'était pas impliqué dans les massacres, car il était bouddhiste, mais il voulait libérer les colonies. Il disait à ses disciples, « Vous allez apprendre des langues et des techniques agricoles qui vous permettront de convaincre les Asiatiques de se soulever contre les Occidentaux. » C'est la raison pour laquelle il est allé en Indonésie, notamment à Java, pour étudier l'agriculture. Il y a fait un peu de commerce aussi, mais n'a pas réussi dans ce domaine. Donc il est ensuite venu à Taïwan à l'invitation des autorités japonaises locales pour construire cet endroit. Après la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital militaire construit par les Japonais à proximité a donc été repris et utilisé par le gouvernement nationaliste. Les familles des militaires et des personnes travaillant dans cet hôpital se sont installées tout autour et le directeur de l'hôpital dans cette maison. Dans une salle d'exposition au rez-de-chaussée, on peut voir quelques photos de cette époque. Malheureusement, il ne reste absolument plus rien de l'ancien village de garnison militaire, à part les photos. Près de Shoyoen, il y avait aussi à l'époque un autre bâtiment où logeaient les étudiants de Kozui Otani. Huang Chaohuang espérait qu'il puisse être préservé. Mais un jour, il est arrivé sur place et ce bâtiment avait été rasé. En effet, il faut beaucoup moins de temps pour détruire que pour construire. C'est sur cette réflexion que s'achève cette émission. Je remercie Huang Chaohuang pour la visite et Jérôme Lange pour m'avoir fait découvrir cet endroit, intéressant non seulement du point de vue architectural, mais aussi historique. C'est l'une des nombreuses résidences thématiques de Kozui Otani en Asie, l'unique à Taïwan, et elles sont chacune très originales, reflétant à la fois sa personnalité, mais aussi ses préoccupations du moment, allant du bouddhisme à l'agriculture, en passant par l'astronomie ou encore l'étude des langues. Un savoir qu'il a partagé avec ses élèves. C'est aussi encourageant de voir que grâce à la mobilisation de la société civile à Kaohsiung, ce bâtiment ait pu être préservé. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Radio Taïwan International pour voir les photos. Je mettrai aussi en ligne sur les pages YouTube et Facebook de RTI cette semaine une vidéo pour que vous puissiez visiter Shoyoen en images. À très bientôt!